Dans une vidéo précédente, nous avons abordé l'ensemble des événements et des contraintes qui furent nécessaires à la formation du système solaire et de la Terre. Nous avons vu en quoi la Terre et notre système solaire sont uniques, dans la mesure où il est très peu probable que l'ensemble des facteurs qui ont conduit à leur formation se reproduisent à l'identique, dans les mêmes circonstances et avec la même intensité. Avant d'aborder la vidéo d'aujourd'hui, je vous invite donc à revoir cette précédente vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder l'ensemble des événements et des contraintes qui furent nécessaires pour que la vie apparaisse sur notre planète, mais également pour qu'elle évolue jusqu'à l'ensemble des êtres vivants que nous observons actuellement. La vie est-elle un phénomène banal dans l'univers, apparaissant à chaque fois que les conditions sont favorables, ou bien est-ce un phénomène exceptionnel que l'on a très peu de chances de découvrir ailleurs que sur Terre? Bien souvent, quand on parle du vivant, on le considère comme une étape naturelle de l'évolution cosmique, comme si l'univers devait obligatoirement engendrer le vivant. Autrement dit, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison que ce qui fait que la vie existe sur la Terre l'empêche d'exister ailleurs. On se représente les choses ainsi. Une flèche allant du simple vers le complexe, schéma dans lequel le vivant, et notamment l'apparition de l'humanité, serait finalement la finalité. Or, il s'agit là d'un biais cognitif. Après que l'humanité ait été chassée du centre de l'univers par Copernic, puis de la finalité de l'évolution par Darwin, l'homme essaie de se convaincre qu'il occupe tout de même une place privilégiée. Ce schéma simpliste est en totale contradiction avec nos connaissances scientifiques. L'évolution ne tend pas obligatoirement vers la complexité. Certaines fonctionnalités des organismes peuvent disparaître, conduisant à une simplification si cela leur permet d'être mieux adaptés aux contraintes du milieu. Par ailleurs, à chaque étape, le champ des possibles est extrêmement vaste, en raison de l'existence inéluctable de défauts dans le processus de réplication de l'ADN. Ce qui permet également une meilleure adaptation au milieu environnant. De même, le célèbre schéma représentant un singe qui se redresse progressivement pour devenir un humain est lui aussi complètement faux au regard de nos connaissances actuelles. La famille des hominidés est apparue sur Terre il y a environ 7 millions d'années. Parmi eux est apparu le genre Australopithèque, qui regroupe plusieurs espèces, avant que le genre Homo, coloré en orange sur ce graphique, apparaisse vers 2,5 millions d'années. Et là encore, dans le genre Homo, plusieurs espèces ont cohabité en même temps, avant que Homo sapiens fasse son apparition il y a environ 300 000 ans. On l'aura compris, l'histoire de l'évolution du genre humain est bien plus complexe que ce que suggère ce dessin. Profitons-en également pour corriger quelques idées fausses à propos de l'évolution. L'évolution n'est pas synonyme de complexité, ni de progrès. Le crâne d'un poisson est beaucoup plus complexe que celui d'un humain. L'évolution n'est pas une suite d'adaptations. L'évolution n'est pas dirigée, elle n'a aucun but précis. Et donc l'homme n'est pas la finalité de l'évolution. Conférer une intention ou un but à l'évolution, ça s'appelle le téléologisme, et cela résulte d'un biais cognitif, le biais d'intentionnalité, qui consiste à voir l'action d'une volonté derrière des événements fortuits ou accidentels. Par ailleurs, nous sommes également victimes du biais de représentativité, qu'on appelle également la généralisation hâtive. Nous avons tendance à généraliser nos observations particulières pour en faire des lois. Ce qui, bien entendu, est totalement faux. Alors, qu'est-ce que l'évolution? L'évolution, c'est l'apparition aléatoire de variations retenues ou non par la sélection naturelle, en fonction de leurs adéquations à l'environnement. L'évolution est donc un phénomène complexe, arborescent et faisant intervenir la contingence. Je rappelle que j'ai défini la contingence dans la première vidéo. Parmi l'ensemble des variétés d'espèces existantes, à chaque stade de l'évolution, celles les plus aptes à répondre aux conditions imposées par le contexte, en un lieu et à un moment donné, possèdent un avantage qui les fait dominer.
Dans l'évolution, il n'y a pas plus de dessin que de sens. Seule la contingence a un rôle déterminant dans l'évolution. Ce que nous ignorons, c'est à quel niveau cette contingence agit. Est-ce que c'est au niveau des organismes ou en amont, au moment du codage de l'ADN? Au-delà, nous avons que tous les êtres vivants de la Terre descendent d'un ancêtre commun, car tous les êtres vivants utilisent le même ensemble de règles permettant de traduire les informations contenues dans l'ADN afin de synthétiser les protéines. C'est ce qu'on appelle le code génétique. La contingence est régie par deux choses. La durée qu'il faut attendre pour qu'elle se manifeste et l'énergie nécessaire pour qu'elle opère. En ce qui concerne l'énergie, elle agit davantage sur le vivant que sur l'inerte. L'inerte est régie au niveau atomique par l'interaction forte, la plus puissante des 4 interactions fondamentales. Alors que le vivant est régi par des réactions chimiques qui demandent des énergies considérablement plus faibles. Cela constitue un terreau d'une extraordinaire diversité, au sein de laquelle le vivant ne jouit d'aucun privilège évolutif, autre que d'être le mieux adapté à son environnement. Pour qu'une planète puisse abriter la vie, elle doit avoir de l'eau liquide disponible à sa surface. Il faut pour cela qu'elle ait d'abord été capable d'accumuler de l'eau, puis de la conserver à sa surface, et enfin de la conserver sous une forme liquide. Pour une planète tellurique, avoir de l'eau semble être une chose commune. C'est ce que nous avons vu dans la première vidéo. Mais il est bien difficile de garder l'eau sous une forme liquide pendant des millions d'années. Comme vous le savez, l'eau existe sous 3 formes, solide, liquide et gazeux, dont la stabilité dépend des conditions de température et de pression atmosphérique. À la surface de la Terre, ces 3 états peuvent exister simultanément. À une pression voisine de 1 bar, qui est l'équivalent de 1013 hectopascales, l'eau devient solide en dessous de 0 degré Celsius et devient gazeuse au-dessus de 100 degrés Celsius. Cependant, plus la pression baisse, plus la température d'évaporation diminue aussi. En conséquence, à une pression de 6 millibars, l'évaporation de l'eau se produit à la température de condensation, ce qui est le cas actuellement sur la planète Mars. Sur la planète rouge, l'eau liquide ne peut tout simplement pas exister en raison de la faible pression de l'atmosphère, 100 fois plus faible que celle de la Terre. Sur Mars, si la glace d'eau se réchauffe, elle passe directement sous la forme gazeuse, sans passer par la forme liquide. Une planète est susceptible de perdre son eau par des mécanismes d'échappement atmosphérique. En particulier, l'eau liquide à la surface est en équilibre avec son atmosphère. La vapeur d'eau peut monter dans la haute atmosphère et être dissociée par les UV en provenance de son étoile, libérant ainsi des atomes d'hydrogène et d'oxygène. Les atomes d'hydrogène très légers vont s'échapper. Ainsi, si la quantité d'eau dans la haute atmosphère et le rayonnement UV sont suffisamment élevés, une planète initialement habitable peut perdre la totalité de ses océans par évaporation. Le postulat de l'eau sous forme liquide à la surface d'une planète est un postulat simple, mais très contraignant en termes de température et de pression atmosphérique. C'est lui qui constitue le point de départ de la recherche de la vie extraterrestre. Il permet de définir ce que les scientifiques appellent la zone habitable d'une étoile. Cependant, la notion de zone habitable est discutable. Les géologues et les géochimistes nous apprennent que la présence d'eau liquide sur une planète ne dépend pas uniquement de sa distance au Soleil. Un forçage thermique de l'effet de serre peut maintenir de l'eau sous une forme liquide, même en dehors de la zone habitable. De même, la tectonique des plaques régule l'effet de serre. En d'autres termes, la zone habitable ne garantit pas forcément que l'on trouvera de l'eau liquide à la surface d'une planète. Et il est également possible d'avoir de l'eau liquide en dehors de la zone habitable. C'est le cas par exemple sur certaines lunes glacées de Jupiter et de Saturne. Par ailleurs, l'existence d'eau liquide,
entre 0 et 100 degrés Celsius à 1 bar de pression atmosphérique, n'est possible que si on a accès à une source d'énergie stable sur plusieurs milliards d'années pour permettre le développement du métabolisme du vivant. On sait que la présence d'eau sous forme liquide est indispensable à l'apparition de la vie. Mais là encore, il faut des conditions bien particulières. S'il y avait eu un peu plus d'eau sur la Terre, les océans auraient mesuré plusieurs dizaines de milliers de mètres d'épaisseur, et les continents n'auraient pas pu exister. On aurait eu alors une immense planète océan, mais pas de surface solide, et donc pas d'interaction avec la roche et l'atmosphère. Les scientifiques se demandent si la Terre, avec ses 70% d'océans qui couvrent sa surface, n'avait pas juste la bonne quantité d'eau pour permettre aux continents d'exister et ainsi permettre une interaction entre les deux milieux, créant ainsi un terreau favorable à l'apparition du vivant. Il est extrêmement difficile de définir la vie. Il existe autant de définitions de la vie qu'il existe de disciplines scientifiques. Ainsi, pour un biochimiste, la vie se définit comme un système autonome contenu dans une membrane semi-perméable permettant un transfert de matière et d'énergie, notamment pour sa reproduction. Pour un biochimiste, c'est donc le métabolisme qui joue un rôle primordial, ce qui n'est pas du tout le cas pour un généticien. Pour lui, la vie est avant tout un processus de reproduction de l'information dont les erreurs de copie, indispensables à l'évolution, sont retenues ou non par la sélection naturelle. En pratique, 3 critères peuvent être retenus pour définir la vie. C'est l'autonomie, qui permet de générer sa propre énergie, c'est la transmission d'informations, notamment génétiques, sous la forme d'ARN ou d'ADN, et enfin, la délimitation par rapport au milieu extérieur, c'est-à-dire posséder une membrane plus ou moins perméable qui permet de délimiter le milieu interne du milieu externe de l'être vivant. Cependant, certains scientifiques, comme Stuart Bartlett de Caltech et Michael Wong de l'Université de Washington, rappellent que, si la vie extraterrestre existe, elle peut prendre une forme très différente de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. Dès lors, les 3 critères que nous venons d'évoquer apparaissent encore trop influencés par la vie terrestre. Nos chercheurs invitent à réfléchir à une définition de la vie la plus universelle possible. Autrement dit, à définir la vie telle qu'on ne la connaît pas. Aujourd'hui, l'un des grands débats au cœur des sciences du vivant est de savoir qui de la membrane ou de l'ARN est arrivé en premier. Actuellement, la vie sur Terre est organisée en 3 grands domaines. Les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules possédant un noyau dans lequel est abrité le matériel génétique, et les prokaryotes qui se répartissent en 2 groupes, les archées et les bactéries. Tous deux sont constitués d'une cellule unique, sans noyau, c'est-à-dire sans membrane pour protéger le matériel génétique. Il y a également autre chose à ne pas perdre de vue. Si les organismes pluricellulaires sont les plus visibles, on oublie trop souvent que la majeure partie du vivant terrestre est composée d'êtres unicellulaires, et qu'au cours des 4,5 derniers milliards d'années qui nous précèdent, le vivant a longtemps été constitué uniquement d'organismes unicellulaires de petite taille. Alors il faut également préciser qu'est-ce qu'on entend par le mot extraterrestre. Un extraterrestre n'est clairement pas ce qu'on voit dans les films de science-fiction. Il est encore moins un humain vivant sur une autre planète. Ce n'est pas forcément non plus une entité avec laquelle nous pourrions communiquer. Un extraterrestre est une forme de vie qui s'est développée sur une autre planète que la Terre. Et j'ai bien dit une forme de vie. Ainsi, si on trouve par exemple une fleur sur la planète Mars, nous aurons trouvé un extraterrestre. Il faut se rendre à l'évidence qu'un extraterrestre peut tout aussi bien être une bactérie, un microbe, un insecte, bref, toute forme de vie avec laquelle nous pouvons difficilement entrer en contact. Par ailleurs, une forme de vie extraterrestre ne ressemblera à rien de ce que nous venons d'évoquer et de ce que nous connaissons sur Terre.
car cette forme de vie se sera développée en fonction des contraintes de son environnement liées aux caractéristiques spécifiques de sa planète. La Terre primitive fut certainement un laboratoire de chimie dans lequel de nombreuses solutions ont pu être testées. Beaucoup de composés ont été mélangés dans des quantités variables et selon des paramètres variables. Il est fort probable que la vie ait d'ailleurs eu plusieurs départs. Et à un moment donné, une combinaison a mieux fonctionné que les autres. Là encore, on voit agir le rôle de la contingence. Actuellement, les plus vieux fossiles connus sont ceux de bactéries, les stromatolithes, prises en sandwich dans des lamelles de sédiments. Ils ont été découverts en 2017 au sud-ouest du Groenland, dans des roches datant de 3,7 milliards d'années. Il est possible que la vie sur Terre soit encore plus ancienne, mais là, les preuves sont aussi plus incertaines. Quoi qu'il en soit, on peut affirmer que la vie est apparue sur Terre en moins de 700 millions d'années, ce qui est relativement court à l'échelle des temps géologiques. En 1953, le biologiste Stanley Miller et le chimiste Harold Urey ont testé expérimentalement l'idée de soupe primordiale proposée par le biochimiste soviétique Alexandre Oparin dès 1924. Dans un circuit de verre fermé et stérile, ils firent circuler de l'eau soumise à un cycle d'évaporation-condensation ainsi que divers gaz comme le méthane, l'ammoniac et le dihydrogène. Le tout était traversé par des arcs électriques censés reproduire les éclairs et placés dans des conditions physiques supposées présentes sur les débuts de la Terre des origines. Au bout de quelques jours, Miller et Urey ont observé qu'une partie des molécules de carbone s'était transformée en composés organiques, notamment une dizaine d'acides aminés. L'hypothèse de la soupe primordiale d'Oparin était donc confirmée. Depuis les années 50, d'autres scientifiques ont refait l'expérience de Miller-Urey en faisant varier de nombreux paramètres. Et à chaque fois, des acides aminés se sont formés. Par ailleurs, tous les êtres vivants de notre planète ont un ancêtre commun. Mais comment nous le savons? Malgré l'incroyable diversité des êtres vivants, les humains, les animaux, les plantes et tous les micro-organismes ont tous des caractéristiques communes. Ils sont tous basés sur la même biochimie. Tous les êtres vivants ont de l'ADN comme matériel génétique basé sur les mêmes protéines. Et pourtant, il y a 4 milliards d'années, d'autres briques élémentaires étaient disponibles sur la Terre primitive. Il existe 80 acides aminés différents, mais la vie terrestre n'en utilise que 20. Les molécules carbonées complexes possèdent des radicaux fonctionnels caractéristiques. Fonction alcool, fonction amide, fonction acide. Leur place dans la molécule leur confère une forme géométrique. Ainsi, une même molécule existe sous deux formes géométriques, en miroir l'une de l'autre, exactement comme une main droite et une main gauche. On dit qu'elles sont chirales. Les propriétés biologiques des molécules chirales opposées sont très différentes l'une de l'autre. Dans l'expérience de Miller et Urey, toutes les molécules chirales sont fabriquées. Autrement dit, autant de main droite que de main gauche. Or, le vivant terrestre n'utilise que les molécules main gauche pour fonctionner. Tout démontre que le vivant terrestre n'a pu se construire qu'en sélectionnant des molécules de même chiralité. Les structures tridimensionnelles adaptées pour les molécules ayant sans doute permis de distinguer certaines associations au détriment d'autres. Par ailleurs, la chiralité traduit des propriétés optiques spécifiques. Celle de faire tourner le plan de polarisation de la lumière, respectivement vers la droite ou vers la gauche, découverte qui avait été réalisée par Pasteur dès 1848. Les expériences indiquent que lorsqu'on irradie avec un rayonnement UV les acides aminés,
on obtient parmi ceux-là des excès de même polarité. Donc cela soulève une question. Le jeune Soleil, au moment de sa formation, aurait pu avoir été la source d'un rayonnement spécifique, qui aurait imprimé dans les grains carbonés du disque protosolaire un excès de chiralité. Par ailleurs, en regard de l'extrême richesse des éléments chimiques et des mélanges moléculaires potentiellement disponibles, le vivant semble s'organiser autour d'un nombre très sélectionné de constituants. Parmi les 92 éléments chimiques, seuls quelques-uns interviennent dans le vivant. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ils sont associés à d'autres non moins indispensables comme le sodium, le potassium et le calcium. Et d'infimes quantités d'éléments métalliques sont également nécessaires comme facteurs enzymatiques. C'est le cas du fer, du magnésium, du manganèse, du zinc et du palladium. On le voit, les réactions chimiques construisant les structures de la chaîne du vivant opèrent donc une sélection extrêmement forte. Quand et comment se serait opérée l'émergence de propriétés permettant de qualifier l'apparition de structures vivantes? Peut-on définir une origine de la vie? Cette origine peut-elle avoir un sens universel? Lorsque l'on parle d'origine, on pense à un lieu et un instant précis où la matière serait passée de l'inerte au vivant. Mais si on y réfléchit, cela n'a pas de sens. Cela semble logique à notre cerveau d'humain qui veut que tout ait un commencement et une fin. Mais cela est en total désaccord avec ce que nous observons dans la nature. La théorie de l'évolution nous montre que le jeu de mutation et des adaptations sélectives agit en réponse aux modifications de l'environnement en suivant une vision par transition successive de l'évolution de l'ensemble des espèces vivantes. Ce processus exclut donc tout dessein et il n'y a aucune intentionnalité dans l'évolution. Ce processus s'étend sur des millions d'années et se diversifie au gré des niches écologiques disponibles, en fonction des aléas climatiques et géologiques. Ainsi, définir une origine perd d'emblée son sens. C'est à l'échelle des populations que s'isolent les lignées qui forment ce que nous appelons aujourd'hui des espèces. Le passage d'une espèce mère à une espèce fille se fait au travers d'un réseau étroit de croisements génétiques entre les générations. La distance génétique augmente entre l'espèce ancestrale et l'espèce fille, ou bien entre deux espèces sœurs, et finalement cette distance interdit les croisements, ce qui finit par isoler une lignée sans qu'on puisse établir un moment précis de spécialisation. On ne peut donc pas parler de la première baleine ou du premier champignon, de même qu'il n'y a pas eu de premier homme. L'histoire du vivant débute dans l'univers, d'ailleurs dans les nébuleuses, dès que les atomes de carbone se lient pour synthétiser des molécules complexes relevant de la chimie organique. Ces molécules contingentes se sont formées en fonction des paramètres du lieu qui les ont vues naître. Il y a 4,5 milliards d'années, elles se sont retrouvées mélangées aux matériaux qui ont formé les planètes, mais sont également arrivées après par l'apport des astéroïdes et des comètes impactant les océans terrestres. Compte tenu des propriétés spécifiques de ces molécules, associées à des propriétés non moins spécifiques de l'eau sur Terre, des réactions chimiques ont permis la formation de cloisons non totalement étanches, ce qu'on appelle la membrane cellulaire, qui s'est formée, limitant la dilution de certaines réactions chimiques et en favorisant d'autres pour permettre l'apparition des premiers organismes. Cette histoire nous montre également qu'on ne peut pas parler d'origine des êtres vivants. La matière s'organise en fonction des contraintes de son environnement. Il convient plutôt de parler d'un continuum d'étapes successives se produisant au gré des contingences, débouchant sur une diversité des chemins évolutifs dont le vivant en fait partie. L'évolution de la matière est la résultante de nombreuses transformations progressives, chacune ouverte sur un nombre très important de possibles. Dans cette séquence, il devient impossible d'identifier une étape particulière, retenue comme les origines.
L'organisation de la matière dépend ainsi de lois physiques déterministes, mais qui se produisent au gré de l'influence de contingences non prédictibles. Parmi l'éventail des possibles, le vivant terrestre n'en représente qu'une possibilité parmi tant d'autres. Il n'y a pas plus d'origine de l'homme que d'origine de l'univers, tout comme il n'y a pas d'origine au vivant. Combien de temps a-t-il fallu pour que ces réactions chimiques, au sein de ces entités, deviennent des réactions chimiques formant l'ARN puis l'ADN? Personne ne le sait. Les mécanismes de sélection naturelle étaient-ils déjà à l'œuvre avant même que l'ADN existe? Personne ne le sait également. D'un point de vue scientifique, ce que nous savons avec certitude, c'est qu'à partir de 3,5 milliards d'années, les êtres unicellulaires prokaryotes existent sur Terre. Ils se développent dans l'eau des océans, car pour se maintenir, les structures moléculaires doivent se protéger des rayonnements ultraviolets du Soleil. Et l'eau constitue un filtre très efficace. Pendant des centaines de millions d'années, ces premiers êtres ont donc peuplé les océans de la Terre, tout en se modifiant au gré des changements de leurs propriétés, ainsi que de l'environnement terrestre. De ces variétés, qui furent diverses et nombreuses, nous ne connaissons que celles qui ont finalement dominé et qui sont devenues des fossiles. Combien de temps a-t-il fallu pour que ce monde marin donne naissance aux 3 branches du vivant qu'on connaît aujourd'hui, à savoir les bactéries, les archées et les eucaryotes? Les bactéries se reproduisent par division cellulaire. C'est un processus extrêmement rapide, allant jusqu'à plusieurs divisions par heure, ce qui représente des milliards par jour. Ce taux de reproduction permet à de nombreuses mutations d'être testées, afin d'aboutir à un avantage évolutif. Les eucaryotes, cellules à noyau, sont apparus sur Terre il y a environ 2 milliards d'années. Que sont des premières formes de vie apparues sur Terre? L'une des formes de vie les plus anciennes que l'on connaisse, et qui existe encore aujourd'hui, ce sont les stromatolites. Ces structures calcaires sont le résultat d'un processus innovant qui utilise le rayonnement solaire comme source d'énergie. Les stromatolites sont des communautés microbiennes complexes formées par des cyanobactéries. La grande innovation des cyanobactéries, c'est d'être capables de fabriquer leur propre nourriture, le glucose, à partir des 3 éléments les plus abondants que l'on trouvait sur la Terre primitive: l'eau, le CO2 et la lumière. Ce processus, que l'on appelle photosynthèse, apparaît pour la première fois il y a 2,5 milliards d'années. Il produit également du calcaire. Ce calcaire entoure et protège les cyanobactéries, leur permettant de former des colonies. La photosynthèse des cyanobactéries produit de l'oxygène. C'est le début de ce qu'on appelle la grande oxygénation, qui s'est produite il y a 2,4 milliards d'années. Cet oxygène est capturé par les océans pour former des silicates, qui composent aujourd'hui l'essentiel des roches de la croûte terrestre. Ce processus capture aussi une grande quantité de CO2. Si tout ce carbone contenu dans les carbonates était libéré aujourd'hui, l'atmosphère de la Terre serait tout à fait comparable à celle de Mars ou de Vénus, avec une atmosphère composée à 95% de CO2. Mais la situation change lorsque les océans sont saturés en oxygène. L'oxygène envahit alors l'atmosphère. Car la composition de l'atmosphère primitive de la Terre était bien différente de celle d'aujourd'hui. Elle était essentiellement composée de méthane, de dioxyde de carbone, de sulfure d'hydrogène et d'ammoniac. Ces éléments sont essentiellement libérés par les éruptions volcaniques, sans que l'on puisse en préciser les quantités actuellement. La répartition de l'oxygène dans l'atmosphère déclenche une crise écologique majeure en raison de la toxicité de l'oxygène pour les organismes de cette époque. Elle entraîne la quasi-disparition des archées, qui étaient la première source de méthane de l'atmosphère. En parallèle, l'oxygène atmosphérique réagit avec le méthane pour produire du CO2 et de l'eau. La disparition du méthane de l'atmosphère conduit à un refroidissement global de la Terre, au point que notre planète est devenue une gigantesque boule de neige. Sa surface était entièrement couverte d'une calotte de glace,
qu'on appelle la Snowball Earth. La Terre, alors recouverte entièrement de glace et de neige, réfléchit très bien à la lumière solaire. Les températures à la surface de la planète sont très froides et le Soleil est alors impuissant pour la réchauffer, car la glace réfléchit une grande partie du flux solaire qu'elle reçoit. Heureusement, la tectonique des plaques est toujours à l'œuvre, ainsi que le volcanisme qui en résulte et qui injecte progressivement du CO2 dans l'atmosphère. L'effet de serre va alors s'accroître et la planète se réchauffer, faisant fondre progressivement les glaces pour mettre fin à cette gigantesque période glaciaire. La surface de la Terre est restée ainsi entièrement couverte de glace pendant environ 300 millions d'années. Pendant ce temps, dans la haute atmosphère, sous l'effet du rayonnement ultraviolet du Soleil, l'oxygène se transforme en ozone et offre aux futures formes de vie un bouclier vital, la couche d'ozone, qui va les protéger des rayonnements ultraviolets. L'oxygène est très énergétique. Il permet d'obtenir et de dégager beaucoup d'énergie par réaction chimique. Ce processus a probablement permis l'apparition des organismes pluricellulaires qui apparaissent à la surface de notre planète il y a 1,3 milliard d'années. Cette histoire nous permet de comprendre que le mot évolution n'est pas approprié. Il conviendrait plutôt de parler de coévolution, car l'évolution du vivant dépend des propriétés de l'environnement existant à l'instant T. Mais l'environnement lui-même évolue en fonction du vivant. Il y a 500 millions d'années, les conditions sont enfin réunies pour que la vie puisse sortir des océans pour coloniser la terre ferme. L'atmosphère s'est enrichie en oxygène, ce qui a permis la formation de la couche d'ozone, qui protège donc les êtres vivants des rayonnements ultraviolets du Soleil. Mais ces derniers 500 millions d'années ne sont pas de tout repos pour les êtres vivants, et la contingence va de nouveau jouer sous la forme des grandes extinctions. Une grande extinction est un événement relativement bref à l'échelle des temps géologiques. Il dure au maximum 1 million d'années, au cours duquel au moins 70% de toutes les espèces disparaissent. Ces extinctions de masse sont une contingence, car à chacun de ces grands bouleversements aléatoires, seules les espèces les mieux adaptées survivent. Il s'agit donc d'une sorte de loterie, dans la mesure où il est impossible de déterminer à quel moment la catastrophe va frapper, ni quelles sont les espèces qui seront capables d'y survivre à ce moment-là. Ainsi, si on pouvait rejouer les 500 derniers millions d'années de l'histoire de la Terre, il est fort probable que l'on n'aboutisse pas du tout aux espèces que nous connaissons aujourd'hui, ni même que notre espèce humaine existe. L'étude de la géologie et des fossiles nous apprennent que 5 extinctions de masse ont eu lieu au cours des 500 derniers millions d'années. La plus ancienne de ces grandes extinctions s'est produite il y a 450 millions d'années, au cours de laquelle 70% des espèces ont disparu, dont 85% de la vie marine, c'est-à-dire le plancton, des algues flottantes, des bivalves et des coraux. Une autre grande extinction s'est produite il y a 358 millions d'années, au cours de laquelle 75% des espèces ont disparu. Cela a affecté à nouveau le plancton, les coraux, les éponges, les trilobites et les poissons cuirassés. Puis, il y a 252 millions d'années, c'est la plus importante des 5 extinctions de masse, 90% des espèces vivantes ont disparu de la planète. Le milieu marin est particulièrement touché, avec 95% de la disparition des espèces. 89 des espèces de reptiles sur les 90 connues ont disparu, ainsi que un tiers des insectes et une grande partie du monde végétal. De grandes éruptions volcaniques en Sibérie et en Chine, accompagnées d'une baisse du niveau marin, sont probablement la cause. Il y a 200 millions d'années, à la fin du Trias et au début du Jurassique, 80% des espèces disparaissent à nouveau, dont 20% de la vie marine. On constate une grande disparition du plancton et des grands vertébrés qui dominaient alors l'écosystème marin. Sur la terre ferme, l'extinction des vertébrés d'Amérique du Nord, extinction massive des végétaux, et les pollens sont remplacés par des spores et des fougères. Cette grande extinction va permettre l'essor des reptiles
qui vont évoluer en dinosaures. Enfin, la plus connue de ces 5 grandes extinctions s'est produite il y a 65 millions d'années, à la fin du Crétacé et au début du Tertiaire, et elle a vu disparaître les fameux dinosaures. Mais pas seulement. 50% des espèces disparaissent avec eux, dont une partie du plancton marin, les ammonites et presque tous les habitants des fonds marins. Cette extinction fut causée par la chute d'un astéroïde, dont nous avons retrouvé le cratère qui est dans la péninsule du Yucatan au Mexique et qui est contemporain de cette grande disparition, ainsi que des énormes grandes éruptions volcaniques qui se sont produites en Inde. Les plantes terrestres, les poissons et certains coraux ont cependant survécu, ainsi que des petits mammifères dont nous sommes les descendants. Malgré tous les événements qui se sont succédés dans la longue histoire de la Terre, la vie semble n'avoir jamais totalement disparu. Pourtant, les conditions d'habitabilité de notre planète étaient bien différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Il y a 5 milliards d'années, le jeune Soleil chauffait 30% moins qu'aujourd'hui. Les propriétés de l'atmosphère terrestre ont pourtant permis l'existence d'océans liquides. Alors que le Soleil évoluait, chauffant toujours plus fort, les conditions terrestres se sont maintenues en état. Si tel n'était pas le cas, les océans se seraient évaporés. On notera également que si les conditions actuelles avaient existé au moment de la formation de la Terre, la vapeur d'eau atmosphérique n'aurait jamais pu se condenser en pluie pour former les océans. Dans ce cas, la Terre aurait ressemblé à la planète Vénus. Non seulement la Terre fut habitable très tôt dans son histoire, mais elle l'est demeurée jusqu'à aujourd'hui, alors que les conditions extérieures ont sans cesse changé. Ainsi, l'habitabilité terrestre est un ensemble de propriétés qui ont évolué tout au long de l'histoire de la planète. Au vu de tout ce que j'ai évoqué tout au long de ces 2 longues vidéos, on voit bien que l'affirmation « vu le nombre de planètes qui existent dans l'univers, il y a forcément de la vie ailleurs » est une affirmation bien naïve qui amène à une réflexion bien plus complexe qu'il n'y paraît. Contrairement à ce que l'on pense souvent, les mécanismes de l'évolution n'évoluent pas vers la complexité. Et il n'y a aucun sens, aucun dessein à l'évolution et à notre apparition. Au contraire, le vivant est une branche possible, parmi des milliers d'autres, qui composent un réseau aux dimensions incommensurables, avec de multiples embranchements. Sur ce schéma, seule une petite partie a été représentée, pour vous aider à vous représenter les choses. En pratique, il faudrait imaginer ce schéma avec des milliers, peut-être des millions de ramifications possibles. Ainsi, il est fort probable que la somme des conditions qui ont orienté l'évolution de la Terre et de la vie qu'elle abrite ne soit jamais réunie ailleurs. Les découvertes scientifiques montrent l'unicité de la Terre et de la vie qu'elle abrite au sein d'un univers où règne la diversité. Il est grand temps que nous prenions conscience que nous, les humains, ainsi que toutes les formes de vie qui existent sur notre planète, sommes les représentants uniques de notre espèce. Cela nous fait prendre également conscience de l'importance de toute forme de vie sur Terre, quelle qu'elle soit, à l'heure où nous sommes en train d'exterminer tout le vivant. Pour terminer, je vais revenir justement sur ce qu'est l'évolution, et il est très important de comprendre ce qu'est l'évolution. Contrairement à ce qu'on entend souvent, l'évolution, ce n'est donc pas quelque chose de linéaire. La vie ne va pas du plus simple au plus complexe. Nous l'avons répété tout au long de cette vidéo. L'évolution, c'est un aller-retour permanent entre le milieu et ses habitants. Et elle ne mène nulle part. Il n'y a aucune finalité, si ce n'est d'être le mieux adapté à un environnement pour survivre. L'évolution n'est pas une ligne droite qui dit « l'évolution, il faut qu'elle aille de la bactérie à l'homme ». Non, elle va de la bactérie à l'homme, mais elle va aussi de la bactérie à la bactérie. C'est un éventail qui va dans toutes les directions possibles. L'évolution explore l'espace des possibles en biologie, ce qui permet au final d'obtenir quelque chose d'absolument unique, les espèces les mieux adaptées à leur environnement
pour un certain temps. Ainsi, si on relançait l'évolution depuis les origines de la vie sur Terre, est-ce qu'on arriverait au même résultat qu'aujourd'hui? Probablement pas. Si on relançait les dés, il y a peu de chances qu'on retrouve les animaux et les plantes qu'on connaisse à notre époque. L'évolution sur Terre, c'est la rencontre entre les hasards de la génétique et l'environnement. Un environnement qui lui-même est le résultat d'une suite de hasards. C'est du hasard multiplié par du hasard. Ces hasards-là font que ce qui est sur la Terre est unique sur une planète qui est elle-même unique. L'écosystème terrestre est donc le résultat d'un processus aléatoire. Les probabilités pour que l'évolution aboutisse à un résultat similaire sur une autre planète semblent donc tout à fait extrêmement faibles, pour ne pas dire hautement improbables. Il faut bien comprendre que de petits changements dans les conditions initiales peuvent aboutir à des évolutions complètement différentes, et donc à des structures finalement complètement différentes. C'est ça la contingence. En pratique, toutes les planètes de l'univers sont singulières. L'analogie avec l'humanité est tentante. Actuellement, nous sommes 8 milliards d'humains sur Terre. Et biologiquement, nous sommes tous différents. Combien y a-t-il de planètes différentes dans l'univers? Des milliards de milliards. Oui, mais ce n'est pas l'infini. Il y a des milliards d'êtres humains sur Terre, et personne ne s'étonne qu'on soit tous différents. Donc la question, c'est pas qu'il y ait des milliards d'étoiles, de galaxies et de planètes dans l'univers. C'est qu'en termes de probabilité, il se peut très bien que des milliards de milliards ne soient pas suffisants pour que tous les cas puissent revenir à l'identique. Dans tous les cas, si on trouve une forme de vie ailleurs, elle sera fondamentalement différente de la vie terrestre. Par ailleurs, ne pensons pas qu'on puisse retrouver notre environnement à l'identique sur une autre planète. C'est totalement illusoire. Est-ce qu'il y a une planète B pour qu'on puisse y déménager? La réponse est non. Il n'y a pas de plan B. Et c'est criminel de le faire croire. Il n'y a qu'un seul vaisseau spatial pour notre écosystème, c'est la Terre, et il n'y en a pas d'autre. Il faut bien comprendre que nous, les humains, nous faisons partie de cet écosystème, avec tous les autres êtres vivants qui peuplent cette planète. Alors, si on le détruit, ok, ça fait partie de l'écologie et de l'histoire de la Terre. Mais ce qui va disparaître, ce n'est pas la Terre, c'est nous-mêmes. Nous sommes en train de nous auto-détruire. Et contrairement à ce que nous pensons, nous ne serons pas les derniers survivants. On disparaîtra bien avant les bactéries. Notre galaxie à Voie lactée s'est formée il y a plus de 12 milliards d'années. Elle est presque aussi vieille que l'univers. C'est aussi l'âge des plus vieilles étoiles de la galaxie. Mais ce n'est pas le cas de toutes les étoiles qui la composent. Ainsi, notre Soleil est âgé de 5 milliards d'années. Il s'est donc formé dans une galaxie qui était déjà âgée de 9 milliards d'années. La vie sur Terre est apparue peu après. Une étoile comme le Soleil peut briller pendant à peu près 10 milliards d'années. Cela implique que depuis la naissance de notre galaxie, des milliards d'étoiles se sont formées, ont évolué et ont disparu. Et d'autres étoiles, semblables au Soleil, existent encore aujourd'hui. Si des planètes existent autour de ces étoiles, et qu'elles sont habitables, c'est-à-dire satisfaisant certaines conditions leur permettant de voir la vie apparaître, alors un grand nombre de ces planètes, plus anciennes que notre système solaire, existent aujourd'hui dans notre galaxie. Or, pour le moment, nous n'avons strictement rien trouvé. Même dans notre propre système solaire. Nous sommes pour le moment l'unique échantillon de ce qu'on appelle le vivant. Il faut bien comprendre que nous, les humains, ne sommes importants que pour nous-mêmes. En réalité, nous ne sommes qu'un des nombreux produits de la diversité évolutive, autrement dit de la contingence. Nous l'avons dit, la nature n'a aucun objectif. Seule la contingence agit partout et tout le temps. Et ce qui ne colle pas avec les contraintes de ce qui a déjà été installé plus tôt disparaît immédiatement. Le reste tient, s'accommode ou s'adapte aux nouveaux venus qui bousculent un peu
ce qui aurait pu sembler stable à un observateur ponctuel. Cette cohérence éphémère se rééquilibre à chaque perturbation engendrée par l'arrivée d'un nouveau venu, plus solide que les constituants précédents qui ne supportent pas la pression. Depuis que l'univers existe, c'est cela que nous voyons dans la succession des événements qui ont conduit jusqu'à aujourd'hui. Cependant, nous ne sommes que dans une phase intermédiaire de la partie, comme tous les autres l'ont été avant nous et comme le seront tous ceux après nous. Sur les milliards de combinaisons possibles pour aboutir jusqu'à aujourd'hui, aucune configuration n'a eu plus de chances de sortir qu'une autre. Elle est sortie uniquement parce qu'il fallait bien qu'il y en ait une. Aujourd'hui, il existe sur Terre une espèce particulière qui se pose des questions métaphysiques sur son environnement, constituée d'une succession de contingences. Certains humains estiment que les conditions pour qu'ils se trouvent dans cet environnement bien spécifique est improbable et qu'ils ne peuvent être que l'effet d'une volonté intentionnelle. Personnellement, je n'y vois que la vanité pour essayer de justifier notre existence par une succession de miracles ayant conduit à ce que nous constatons et qui du même coup justifie qu'il existe de la vie forcément ailleurs. L'histoire évolutive de la Terre, comme de toute planète, montre qu'elle n'est pas issue d'un déterminisme basé sur des lois et des conditions initiales transposables d'une situation à l'autre. Au contraire, la variété des possibles à chaque étape est immense. L'histoire de notre planète est jalonnée d'épisodes critiques qui sont apparus au gré des contingences. Dans l'univers, notre planète est unique parce que son histoire est unique. Et c'est cette histoire unique qui a modelé la vie sur notre planète. Une vie qui, sous sa forme terrestre, est unique. Et il est quasiment impossible que tous ces paramètres se rejouent dans le même ordre, avec les mêmes contraintes et les mêmes caractéristiques sur une autre planète. Ainsi, si une forme de vie extraterrestre existe quelque part ailleurs dans l'univers, elle sera forcément différente de ce qu'on connaît sur la Terre. Toute la difficulté est de savoir quelle autre forme peut prendre la vie et de réussir à les identifier.